On va commencer avec Olivier Martin, qui n'a sans doute pas grand besoin d'être introduit non plus, mais qui est professeur de sociologie chez nous à Paris-Descartes, directeur de notre laboratoire du CERDIS après François de Singly, et qui est connu notamment pour ses travaux sur l'histoire des sciences humaines et sociales et pour ses travaux sur les Durkheimiens et la statistique. Mais aujourd'hui, il va nous parler de Durkheim, les techniques et la matérialité, en quelque sorte en faisant retour sur l'aspect très matériel que nous avons vu dans les communications ce matin autour des correspondances, etc. Merci. Alors, il est évidemment très difficile pour moi d'intervenir, d'une part, après le moment assez émouvant que nous avons vécu ce matin, les histoires de vie et les ramifications de Durkheim et de son histoire, de l'histoire du buste, et d'intervenir en raison de plus difficile d'intervenir après Jean-Claude Pastron, mais je vais essayer quand même de tenir mon propos. Alors ça sera peut-être un peu plus difficile que prévu, puisque en plus je me suis autorisé à dire prenons davantage de temps, je sacrifierai un peu ma communication, donc il faut que j'essaie de la tasser un tout petit peu. Alors mon propos, ce sera d'essayer de comprendre quelle est la place que la technique, la matérialité, les objets occupent dans la pensée durkheimienne. Au fond, mon propos va se diviser en trois temps, si je vais vraiment à l'essentiel. Dans un premier temps, je vais essayer d'identifier, ça va aller assez vite, parce que ça pourrait être sinon très long, donc je vais vraiment aller à l'essentiel. Je vais essayer d'identifier quelle est la place que les sociologues des techniques, les sociologues du matériel, de la matérialité, accordent à Durkheim. Est-ce que Durkheim est présent dans leur sociologie ? Dans un second temps, je vais essayer d'évoquer les raisons qui sont avancées pour expliquer que Durkheim ne s'intéresse pas vraiment aux techniques. Tout ça, ce sont des énoncés très rapides que je vais nuancer, mais voilà. Et dans un troisième temps, je vais quand même essayer de vous proposer d'aller fouiller un peu dans les textes de Durkheim, dans l'œuvre de Durkheim, en tout cas les textes que je connais, je suis loin d'être un durkheimien et de tout connaître, mais dans les textes que j'ai pu identifier ou que j'ai pu lire, d'aller identifier, d'aller fouiller pour justement chercher ce qui malgré tout chez Durkheim nous donne des éléments pour penser les techniques. Alors, c'est peut-être pas le cœur de sa pensée, mais malgré tout, vous verrez, il y a quelques ingrédients. Voilà. Alors, premier temps, donc, quelle est la place que les sociologues de la technique, que les travaux que dans le langage anglo-saxon on appelle STS, donc Science and Technology Studies, quelle est la place qu'on accorde à Durkheim? En fait, cette place est, on va dire, presque inexistante. Alors c'est évidemment exagéré de dire cela, il faudrait nuancer, mais dans le temps de cette intervention, je suis d'aller à l'essentiel. Si on prend par exemple des handbooks of Sociology and Technology, enfin sociologie de sciences et de technologie, studies, on est obligé de constater que Durkheim n'est quasiment pas cité, ou très peu cité, ou là il est cité comme un père fondateur un peu totémique, mais on ne rentre pas dans la finesse de sa pensée. Si on prend, je vais citer des exemples les plus divers possibles, hein. Si on prend par exemple les travaux qui ont été conduits autour d'Alain Gras à l'Université Paris 1 il y a quelques années, et notamment un ouvrage intitulé « Sociologie des techniques de la vie quotidienne », Durkheim est notoirement absent. Alors si, on peut trouver une petite citation au détour d'une introduction, mais cette citation n'a pas grand-chose à voir avec la pensée de Durkheim sur les techniques. Si on regarde du côté des sociologues, de la théorie de l'acteur-réseau, donc du réseau autour de Michel Callon et de Bruno Latour notamment, là aussi, Durkheim est assez notoirement absent. Alors, il y a une exception à cela, c'est l'ouvrage de Bruno Latour, hein, changer de société, refaire de la sociologie. Durkheim beaucoup plus présent dans ce texte, mais évidemment le pari de Latour dans ce texte, c'est de refonder la sociologie, donc il faut un peu se battre avec ceux qu'on estime être les pères de cette discipline. Mais si on prend les autres textes de Latour, hein, ou si on prend le recueil de textes autour de la sociologie des traductions paru en 2006 aux Presses des Mines, on s'aperçoit que Durkheim est aussi, là, une fois de plus, relativement absent. Et si on prend les travaux autour de la sociologie pragmatique, la sociologie de l'action, notamment autour de Laurent Thévenot, là aussi, il n'est guère question de Durkheim et de sa capacité à nous faire penser en sociologue aux techniques. De manière générale, là aussi c'est très général, hein, Durkheim est cité dans ses ouvrages sur les techniques ou les sciences pour deux raisons.
pour une raison que j'ai déjà évoquée, c'est un père de la sociologie, donc il faut à un moment que son nom soit cité, mais ce n'est pas une raison très opérationnelle. Et puis la seconde raison, qui rejoint un tout petit peu ce qui vient d'être dit par Jean-Claude Passeron, c'est que Durkheim contribue assez significativement, là, pour le coup, à la sociologie de la connaissance, notamment à travers son travail sur les formes de classification et les origines religieuses des catégories de pensée. Là, les sociologues de la connaissance, sociologiques de la pensée, et notamment les sociologues de la connaissance scientifique, y voient un signe. Mais voilà, on m'a dit du côté de la sociologie des connaissances, on n'est pas du côté de la sociologie de la matérialité et des techniques. Alors, il arrive parfois que Durkheim soit quand même cité et un peu plus discuté. Hein. J'ai trouvé un exemple, enfin, j'en ai trouvé plus, mais je vais vous en citer un seul. C'est l'ouvrage de Nicolas Daudier, hein, intitulé « Les machines et les hommes », paru en 1995, où il fait une place assez significative. Alors, on pourrait discuter sur le caractère assez significatif, mais enfin quand même, il y a une place significative dans ce travail de Nicolas Daudier sur, au fond, les relations des ingénieurs, des techniciens, des ouvriers avec leurs machines. Quelles relations ces travailleurs entretiennent-ils avec leurs machines? Et donc, pour conduire cette sociologie, il mobilise à un moment, plutôt dans les premières pages, Durkheim, et il retrace ce qui a été évoqué brièvement ce matin, je crois, par Jean-Christophe Marcel, les deux formes durkheimiennes de solidarité, solidarité mécanique et solidarité organique, que beaucoup de sociologues, ou même que tous les sociologues connaissent. Alors Daudier voit dans le rôle de la technique, des machines, des objets techniques, un ingrédient de la solidarité qu'il appelle la solidarité technique. Donc il rajoute, d'une certaine manière, en apparence, une troisième forme de solidarité qui s'appelle solidarité technique. Mais cette solidarité, dit-il, ajoute-t-il immédiatement, c'est une des formes, un des aspects de la solidarité plus générale qui est la solidarité organique chez Durkheim. Pour Daudier, donc, la solidarité technique présente, selon lui, une vraie profondeur sociologique, mais, il rajoute immédiatement, malheureusement, l'approche de Durkheim trouve d'emblée ses limites lorsqu'il s'agit d'étudier précisément les composantes ou les propriétés de la solidarité organique. Donc, en substance, sans forcément lire les extraits que j'avais prévu de vous lire, mais parmi les ingrédients, parmi les éléments qui contribuent à la solidarité organique, il y a, selon Daudier, la technique. Durkheim aurait pu poursuivre cette piste, mais non, il s'arrête. Et on verra tout à l'heure les raisons pour lesquelles, selon Daudier, il s'arrête. Alors, ça c'était mon premier point. Vous voyez, j'avance assez vite quand même, j'espère en tout cas. Mon second point, c'est d'essayer de lister, de passer en revue, disons, les différentes explications qui sont fournies pour rendre compte du fait que la technique est assez peu présente chez Durkheim. Alors j'en ai listé 5, alors on pourrait discuter, certains pourraient dire on peut les 5, on peut les regrouper en 4, ou il y en a peut-être une 6e, peu importe. C'est pour vous donner un tout petit panorama des arguments qui sont généralement avancés pour expliquer que Durkheim s'y intéresse, peu ou pas. Alors la première explication, ce n'est pas une explication, c'est, disons, l'argument qui consiste à dire, l'argument qui est souvent répété quand même, Durkheim ne s'est pas véritablement intéressé aux techniques. C'est un peu ce qu'on retrouve à travers les travaux de sociologue des techniques que j'évoquais à grands enjambées tout à l'heure. Mais en fait, cette thèse ou cette position n'est pas tout à fait défendable. Premièrement parce que, comme je vous le dirai tout à l'heure, il y a quand même des ingrédients dans la pensée durkheimienne qui s'orientent vers les techniques. Et deuxièmement, c'est là, c'est le point que je voudrais développer ici, ça ne résiste pas, cette hypothèse ne résiste pas complètement parce qu'il suffit de regarder l'année sociologique. Alors ce matin, Mathieu Bérat nous a apporté le dernier volume de la première série de l'année sociologique. Eh bien, entre le numéro 4 de l'année sociologique, de première série de l'année sociologique qui est numéroté 1899, qui paraît en 1901, parce qu'il y a toujours un petit décalage évidemment, mais le numéro 4 de 1899 jusqu'au numéro 12, il y a dans le sommaire de l'année sociologique, de la revue fondée, animée et portée de main de maître par Durkheim, il y a une rubrique qui est technologie. Alors c'est une rubrique qu'il introduit donc pas immédiatement mais assez rapidement dans l'année sociologique. C'est une rubrique qu'il introduit lui-même. Je lirai tout à l'heure quelques extraits de cette introduction, parce qu'elle est importante à mes yeux. C'est vrai qu'ensuite, il délègue la gestion, l'alimentation de cette rubrique alors à Henri Hubert, Robert Hertz, et puis surtout après, évidemment, à Marcel Mauss.
Mais cette rubrique persiste, hein, donc de 1899 jusqu'au dernier volume, hein, celui publié en 1913, hein, celui qu'on a vu là ce matin sur la table. Donc l'analyse sociologique comporte une entrée technologie. Alors oui, bien sûr, cette entrée technologie est plutôt située en fin de sommaire. Elle est mêlée dans une rubrique qui s'appelle divers, à côté de la sociologie esthétique et puis d'autres choses que j'ai oubliées, mais les durkheimiens ici présents vont certainement une rubrique divers. Donc à côté de la linguistique, voilà, il y a la linguistique, sociologie esthétique et technologie. Mais malgré tout, la technologie est présente, et c'est Durkheim, c'est très explicite dans son courrier, dans ses échanges de lettres avec Henri Hubert, c'est Durkheim qui a voulu l'introduction de cette rubrique technologie dans l'année sociologique. Donc, dire qu'il ne s'y est pas intéressé du tout, et donc on peut faire table rase de la pensée de Durkheim sur les techniques, me paraît un peu exagéré, abusif. La deuxième explication, c'est une explication qui revient très souvent aussi chez les sociologues des techniques et parfois chez les sociologues des sciences. C'est l'hypothèse selon laquelle Durkheim aurait été traversé un peu, comme toute la pensée occidentale, par le dualisme cartésien. Dualisme corps-esprit, et qu'au fond, il aurait été victime lui aussi de ce dualisme, et donc s'intéressant aux individus, à la conscience des individus, voire peut-être à la psychologie de ces individus, ou se battant contre la psychologie de ces individus, il en a oublié la matérialité. C'est l'argument, par exemple, hein, c'est pour citer un autre nom important dans l'histoire que je raconte ici, d'Antoine Aignan. Antoine Aignan, dans son ouvrage sur la passion musicale, par 1993, hein, il nous dit que l'objet, la matérialité, les techniques, je paraphrase, là je le cite, est le fruit défendu de la sociologie. Durkheim, je le cite, en substance, Durkheim aura tracé un partage exclusif entre les objets symboles et les objets naturels. L'analyse des premiers relèverait du domaine de la sociologie, dans la mesure où le sociologue peut étudier le symbolique, le science sociale et les jeux sociaux autour des objets, tandis que l'analyse des seconds, donc les objets naturels, qui sont des données naturelles, présentes dans le monde social, mais insignifiants pour le sociologue, eh bien, ces objets lui échappent. C'est un argument aussi, hein, cette hypothèse du dualisme, qui est par exemple avancée par Jean-Claude Kaufmann, hein, dans son ouvrage où il propose un cadre théorique pour penser les habitudes, hein, égaux pour une sociologie de l'individu, égaux pour une sociologie de l'individu, paru en 2001. Il avance cet argument que le dualisme nous empêcherait, nous barrerait l'accès à la matérialité des objets. C'est également, d'une certaine manière, cet argument qui est avancé dans un ouvrage au titre un peu surprenant, mais tout à fait stimulant, qui s'intitule « De la préhistoire aux missiles balistiques », dirigé par Bruno Latour et Pierre Lemonnier, paru en 1994. Ils disent, en substance, qu'un des défis de la sociologie des techniques, c'est de se défaire du dragon du dualisme. Je les cite, hein, de se défaire, défaire le dragon du dualisme, pour pouvoir, comme il l'ambitionne, étudier la genèse sociale et technique et la genèse technique des humains. Voilà, donc la deuxième explication, c'est-à-dire que finalement Durkheim, comme beaucoup d'autres, aurait été victime de ce dualisme, mais n'a pas vu ou n'a pas voulu voir ou a refusé de voir éventuellement la place de la matérialité et des techniques dans sa sociologie. La troisième explication est avancée par Nicolas Dedier dans le texte que j'ai déjà évoqué, son ouvrage sur les machines et les hommes de 1995. Je l'ai dit tout à l'heure, Nicolas Dedier avance l'idée qu'il y aura une solidarité technique qui serait une forme de solidarité organique, qui serait une concrétisation ou un aspect de la solidarité organique. Mais il n'aurait pas vu cet aspect-là. Pourquoi est-ce que Durkheim ne l'aurait pas vu? Parce que pour Durkheim donc, le lieu essentiel de toute solidarité normale réside dans les individus. C'est une citation de Dedier. Je continue ma citation. Toutes les médiations qui permettent de faire tenir la solidarité organique hors des individus, et auxquelles s'intéresse par ailleurs Durkheim, notamment lorsqu'il s'intéresse au droit, ne peuvent véritablement jouer leur rôle que si une conscience collective leur préexiste ou est entretenue lors des rencontres. Donc en substance, pour lui, Durkheim ne conçoit pas les techniques... Pardon, je vais aller trop vite, donc je me calme. Durkheim ne conçoit pas que les techniques puissent agir ou jouer un rôle si les individus n'ont pas déjà une conscience, s'ils n'ont pas déjà intégré ce rôle dans les consciences. Donc ce n'est pas les techniques qui imposent le rôle aux individus, les individus doivent avoir déjà incorporé ce rôle et éventuellement utiliser les techniques.
En somme, c'est parce que Durkheim conçoit une société nécessairement présente dans les consciences individuelles qu'il ne parvient pas réellement à prendre la mesure du rôle des techniques, des objets, de la matérialité dans la vie des individus, dans la vie des sociétés. La quatrième explication, c'est qu'au fond, Durkheim aurait peut-être, certes, porté un intérêt initial aux techniques, à la technologie. La preuve en est cette rubrique dans l'année sociologique, mais que très rapidement, son intérêt se serait presque exclusivement focalisé sur la religion, cela a été dit tout à l'heure, et son œuvre importante, donc les formes élémentaires de la vie religieuse, paru en 1912. Donc que la religion serait venue effacer tous les autres intérêts ou phagocyter tous les autres intérêts. Alors là aussi, cet argument ne me paraît pas complètement convaincant, parce que, je le dirai tout à l'heure, dans cette œuvre majeure de 1912, eh bien, on trouve beaucoup d'ingrédients pour penser les techniques et pour penser la manière dont Durkheim pensait les techniques. Pardon ? Cinquième raison, merci, heureusement qu'il y en a qui suivent. C'est l'argument avancé par Nathan Schlanger dans son article qui est un article introductif au texte, non pas de Durkheim, mais de Mauss, sur les techniques, parce qu'évidemment Mauss a beaucoup plus écrit sur les techniques, la technologie que Durkheim, c'est incontestable. Donc Nathan Schlanger fait un recueil de ses textes, recueil qui est paru en 2012. Et son argument est le suivant. Au fond, je ne vais pas le citer, mais je vais essayer de le résumer à l'essentiel. C'est parce que Durkheim n'a pas voulu être accusé de matérialisme, c'est parce qu'il craignait d'être accusé de matérialisme, c'est parce qu'il craignait d'être associé aux marxistes qu'il a, d'une certaine manière, fui le plus possible les aspects qui pourraient renvoyer à cette dimension matérielle de la vie en société. Je le cite, alors je cite juste Nathan Schlanger, une phrase, Durkheim se saisit du phénomène religieux, le valorise et l'utilise pour épurer son œuvre de toute connotation au matérialisme historique. Donc Schlanger estime que Durkheim fait place à la religion pour qu'elle devienne la matrice des faits sociaux, parce qu'il craint d'être accusé ou associé au marxisme. Alors c'est discutable, mais c'est un argument qui est avancé pour expliquer que la technologie est passée par pertes et profits. Alors j'en viens à mon troisième point. Je ne sais pas de combien de temps il me reste. 14 minutes. Oh, ça va. J'ai un peu cavalé, pardonnez-moi, mais au moment je serai à peu près dans les temps du coup. Mon troisième point, et peut-être principal point, c'est justement d'essayer de rentrer un peu, de fouiller dans les travaux de Durkheim pour essayer de voir comment est-ce qu'il parle des techniques lorsqu'il en parle, comment est-ce qu'il parle des objets, de la matérialité, des dispositifs techniques, voilà, de cet ensemble-là. Alors, évidemment, je m'avance sur un terrain qui est un peu délicat pour deux raisons. Premièrement, parce que je ne suis pas durkheimien, à la différence de beaucoup de personnes dans la salle, de beaucoup de collègues. Donc, je ne connais pas tous les textes de Durkheim sur le bout du doigt. J'ai une lecture assez parcellaire et sectaire peut-être de Durkheim de ce point de vue-là. Et puis la seconde raison, c'est qu'il faut reconnaître que la pensée de Durkheim sur les techniques n'est pas très forte, elle n'est pas très structurée et qu'elle apparaît de manière un peu épisodique comme ça, au détour d'autres propos. Elle n'est pas inexistante, vous l'avez compris, mais elle n'est pas centrale et donc il faut certainement peut-être faire beaucoup d'exégèse et peut-être du coup prendre des risques de surinterprétation. Donc j'espère éviter un peu ces risques de surinterprétation et je compte sur tous les experts durkheimiens pour me corriger. Je sais qu'ils n'hésiteront pas à le faire et ça me rassure. Alors, je vais développer mon propos en quatre temps. Mes trois premiers temps, c'est trois énoncés que j'estime être c'est trois propriétés des techniques et de la matérialité chez Durkheim. Les trois premiers points que je voudrais vous présenter, c'est finalement les trois propriétés que j'estime pouvoir identifier dans la pensée durkheimienne sur les techniques et la matérialité. Et le quatrième point, ce sera de soulever un peu les difficultés de ce schéma durkheimien de pensée des techniques. Alors, premier point, je l'ai intitulé ainsi, Durkheim a une intention claire, la technologie, c'est-à-dire la science des techniques,
Vous savez que le mot technologie est polysémique, mais ici le mot est utilisé au sens de science des techniques. La technologie est une branche de la sociologie. Alors, si nous en jugeons par 2 extraits de textes de Durkheim, où il décrit son programme sociologique d'études des techniques, il apparaît clairement que son ambition est bien de montrer le caractère social de la technique, la pleine inscription des techniques dans le social. Alors, ces 2 extraits, c'est d'une part une lettre à Henri Hubert. Je cite Durkheim, « Pour la technologie », il s'adresse donc à Henri Hubert, « Pour la technologie, il faudrait chercher à mieux faire sentir le caractère sociologique de la question, c'est-à-dire tâcher d'entrevoir les conditions sociales dont sont solidaires tel ou tel type d'instrument. C'est à cette condition que nous serons fondés à nous engager davantage. Le problème est presque vierge pour moi. Pour les instruments immédiatement liés à certaines formes de vie, la maison par exemple, il n'y a pas de difficulté. Mais pour d'autres, les armes, les outils. Point d'interrogation. Je suis bien convaincu que les conditions sociales existent. » Fin de ma première citation. Mon second extrait est justement, je l'ai annoncé tout à l'heure, le texte introductif que fournit Émile Durkheim à cette rubrique technologie introduite à partir de 1899 dans l'année sociologique. Alors ce texte est très court, je ne le lirai pas en entier, mais ce texte est très court, il fait 23 lignes. Et dans ce texte, il avalise, à mes yeux en tout cas, le projet d'une science des techniques. Je le cite, « Les instruments divers dont se servent les hommes, entre parenthèses, outils, armes, vêtements, ustensiles de toutes sortes, etc., fin de la parenthèse, sont des produits de l'activité collective. Ils sont toujours symptomatiques d'un état de civilisation déterminé. C'est dire qu'il y a, entre eux et la nature des sociétés qui les emploient, des rapports définis. La détermination de ces rapports constitue donc un problème sociologique, et la technologie, considérée sous cet aspect, est une branche de la sociologie. On ne peut être plus clair. Premier point, j'en ai fini avec mon premier point, la technologie est une branche de la sociologie. Il y a une ambition de forger, d'élaborer cette technologie. Comme je disais tout à l'heure, il va déléguer une partie de cette mission à certains de ses collaborateurs, et notamment à Marcel Mauss. La seconde propriété qu'il me semble possible d'identifier dans la pensée durkheimienne des techniques, c'est que je l'ai intitulé ainsi, je la résume ainsi, les techniques dérivent de la société, elles n'ont pas d'existence propre. Je reviens à ce que je disais à l'instant, la technologie est une branche de la sociologie. C'est d'autant plus vrai et nécessaire que, pour Durkheim, les techniques dérivent de la société et qu'elles n'ont pas d'existence autonome et d'origine propre. Dans un texte qui consacre à la critique du matérialisme historique, un texte de 1897, Durkheim écrit que le matérialisme lui semble insuffisamment prouvé, seulement défendu par, je le cite, quelques faits épars, dont, je le cite encore, l'interprétation est loin d'être fixée. Il rejette fermement l'idée selon laquelle les conditions matérielles jouent un rôle essentiel dans le développement historique. Et là, je le cite un peu plus longuement. Durkheim, ouvrez les guillemets, « Autant il nous paraît vrai que les causes des phénomènes sociaux doivent être recherchées en dehors des représentations individuelles, autant il nous paraît faux qu'elles se ramènent, en dernière instance, à l'état de la technique industrielle. » Sa critique des positions marxistes est à ce sujet radicale. Il rejette les conceptions de Marx et ses disciples, pour qui l'évolution sociale a pour source vive l'état où se trouve la technique à chaque moment en histoire. Ce ne sont donc pas les techniques et les conditions matérielles qui font la société, c'est au contraire la société qui élabore et fabrique ces conditions matérielles de vie et ces techniques. Il ne saurait être donc question de nier l'existence d'une dimension matérielle des sociétés, mais ces dimensions matérielles sont le fruit de la société. Elles ne sont pas antérieures ou préalables, elles résultent de la société, de son évolution propre. De ce fait, les techniques, les dimensions matérielles des sociétés sont soumises aux mêmes lois que tous les faits sociaux. Technique et matérialité sont des résultantes de la société. Alors on peut comprendre qu'il n'en parle pas davantage, car les techniques et leur matérialisation sont le produit d'une société. Donc au fond, bon, ça fait partie, l'étude de la société englobe l'étude des techniques, il n'y a pas de raison d'en faire un cas à part. Voilà.
Alors ça nous semble assez clair dans le seul passage, en tout cas, enfin, après le mot technique est utilisé dans d'autres contextes, mais le seul passage où, me semble-t-il, dans la division du travail social, Durkheim évoque explicitement la technique, je le cite, « On ne peut assigner aucune borne rationnelle à la puissance productive du travail. Sans doute, elle dépend de l'état de la technique, des capitaux. Mais ces obstacles ne sont jamais que provisoires, comme le prouve l'expérience, et chaque génération recule la limite à laquelle s'est arrêtée la génération précédente. » Donc au fond, la technique suit le social, suit les développements de l'organisation du travail. Les techniques n'ont pas une logique autonome de développement, elles évoluent au rythme d'évolution des sociétés, au rythme d'évolution du travail. Nous savons que la société constitue pour lui ce que certains ont appelé une puissance contraignante, qui agit sur les individus, qui exerce sur eux une poussée extérieure qui les dépasse. C'est la même chose pour les techniques, c'est la même chose pour la matérialité, c'est la même chose pour les actes techniques. Alors, sa nécessité de soumettre les dimensions matérielles de la société à l'analyse sociologique est d'autant plus grande que, selon les propres termes de Durkheim, je le cite encore, le fait social se matérialise parfois jusqu'à devenir un élément du monde extérieur. Fin de ma citation. Donc le monde matériel et technique sont du social que j'appellerais incarné. Ce schéma qui servira à Durkheim, c'est ce schéma qui servira à Durkheim pour analyser dans les formes élémentaires de la vie religieuse, qui est effectivement tout à fait essentiel pour, à mon avis, pour comprendre la pensée de Durkheim sur plein d'aspects, et notamment sur les techniques. Donc c'est vraiment dans les formes élémentaires de la vie religieuse, dans son dernier ouvrage de sociologie, que Durkheim me semble le plus explicite et le plus transparent dans sa pensée. Je le cite, « Nous nous sommes attachés à montrer que les choses sacrées sont simplement des idéaux collectifs qui se sont fixés sur des objets matériels. » Fin de ma citation. Donc les choses, ce que l'orontologie, leur être premier, vous appelez ça comme vous voulez, ne sont pour rien dans le sens que le social leur donne. Les objets ne sont que des porteurs, que des réceptacles. Je le cite à nouveau. Les idées qui s'objectivent dans les objets sont fondées non pas sans doute dans la nature des choses matérielles sur lesquelles elles se greffent, mais dans la nature de la société. Fin de ma citation. La matière n'est rien d'autre qu'un support. Nouvelle citation. L'objet qui sert de support à l'idée est bien peu de choses, comparé à la superstructure idéale sous laquelle il disparaît. Et de plus, très important, il n'est pour rien dans cette superstructure. Donc en s'objectivant, c'est-à-dire à proprement parler en devenant objet, les faits sociaux s'imposent à nous. Nouvelle citation. La vie sociale, qui s'est ainsi comme cristallisée et fixée sur des supports matériels, se trouve donc par cela même extériorisée, et c'est du dehors qu'elle agit sur nous. Donc ce n'est pas les objets qui agissent sur nous, c'est le social cristallisé dans les objets qui agit sur nous. Sans cette matérialisation, les forces sociales, et notamment la religion, resteraient diffuses et voire inefficaces. J'ai encore 2 citations, mais il faut que j'avance. Donc, encore une petite citation, c'est pour le plaisir. Les techniques, c'est un plaisir. Les techniques et les pratiques les plus diverses et celles qui assurent le fonctionnement de la vie morale, il rajoute entre parenthèses le droit, la morale, les beaux-arts, et celles, je souligne, qui servent à la vie matérielle, sciences de la nature, technique, industrie, sont directement ou indirectement dérivées de la religion. Et même les techniques industrielles, selon lui, sont dérivées de la religion parce qu'elles procèdent de la magie qui elle-même dérive de la religion. Ce matin, Jean-Christophe Marcel nous a dit, alors pardonne-moi Jean-Christophe si je trahis un peu ce que tu as dit, mais nous a rappelé que la densité matérielle est une caractéristique des sociétés à solidarité organique. C'est une caractéristique, mais rien de plus. Ce n'est pas la cause de la solidarité, c'est juste, ni un facteur explicatif, c'est juste un témoignage de cette solidarité, c'est une traduction de cette solidarité et de cette société qui existe et qui préexiste à la matérialité. Troisième point qui me semble caractérisé, et là vous allez voir assez rapidement glisser sur ce qui me paraît être les difficultés. On l'a vu, les techniques n'ont pas de pouvoir, elles n'agissent pas. C'est très explicite dans 2 citations, ça va aller assez vite, de Durkheim. Alors cette fois-ci, j'emprunte ces citations aux règles de la méthode sociologique.
je le cite, « Outre les individus, il y a des choses qui sont des éléments intégrants de la société. » Et il rajoute immédiatement, « Il est vrai seulement que les individus en sont les seuls éléments actifs. » Donc les choses, la matérialité, les techniques, les dispositifs, l'industrie n'agissent pas. Sont juste des témoins et des passeurs. Seuls les individus agissent. Toujours dans les règles de la méthode sociologique, je le cite encore, l'origine première de tout processus social de quelque importance doit être recherchée dans la constitution du milieu social interne. Il est même possible de préciser davantage. En effet, les éléments qui composent ce milieu sont de deux sortes. Il y a les choses et les personnes. Parmi les choses, il faut comprendre, outre les objets matériels qui sont incorporés à la société, les produits de l'activité sociale antérieure, le droit constitué, les mœurs, les monuments littéraires, artistiques. Mais, et là c'est important, mais, c'est lui qui le rajoute, mais il est clair que ce n'est ni les uns ni les autres qui peuvent venir... Bon, je reprends, mais il est clair que ce n'est ni des uns ni des autres que peut venir l'impulsion qui détermine des transformations sociales, car il ne recèle aucune puissance motrice. Alors, on en arrive, ça c'était la fin de mon troisième point, on en arrive finalement à, avant quelques éléments de conclusion, à ce qui me semble être des difficultés ou des points sur lesquels on aurait pu souhaiter que Durkheim avance un peu plus précisément. Marcel Fournier rappelait ce matin que, en tout cas là aussi, j'espère ne pas trahir ce que j'ai compris de son propos, que des incohérences locales ou des difficultés ne retirent pas nécessairement la pertinence à un cadre général. Donc il y a un cadre général de Durkheim, cadre auquel on peut accorder une cohérence et une pertinence, mais évidemment ce cadre présente quelques impuretés, quelques incohérences. Et c'est sur ces incohérences que je voudrais presque terminer. Alors, à supposer que les techniques soient d'origine purement sociale et que leur développement soit simplement la concrétisation d'un fait social. Cela ne garantit pas nécessairement qu'une fois présentes, les techniques n'aient pas un pouvoir sur les sociétés. Le téléphone, le chemin de fer, la machine-outil ou le simple couteau peuvent être de purs produits de nos sociétés, mais pour autant, n'ont-ils aucun effet spécifique et propre sur ces sociétés qui leur donnent naissance? Alors ça, c'est ma question. C'est une question que Durkheim ne voyait pas. Si, je pense qu'il l'avait. En tout cas, il y a un extrait de la division du travail social où me semble-t-il, Durkheim met le doigt sur ce problème sans venir complètement s'y arrêter. Je le cite. « Il y a, assurément, lieu de tenir compte des choses, des objets, de la matérialité, des techniques, dans les explications que l'on tente de la société. » Je souligne. Il pèse en effet d'un certain poids sur l'évolution sociale dont la vitesse et la direction même varient suivant ce qu'ils sont. Mais ils n'ont rien de ce qui est nécessaire pour la mettre en branle. Ils sont la matière à laquelle s'appliquent les forces vives de la société, mais ils ne dégagent en eux-mêmes aucune force vive. Reste donc comme facteur actif le milieu proprement humain, la société. Alors, mon problème avec cet extrait, c'est que Durkheim met en scène deux catégories, deux capacités. Une capacité à mettre en branle l'évolution sociale, qui refuse aux techniques, et une capacité à peser d'un certain poids sur l'évolution sociale, là qu'il attribue aux objets, aux techniques. Alors, la différence entre capacité à mettre en branle une évolution sociale et capacité à peser d'un certain poids sur l'évolution sociale, la subtilité m'échappe un peu. Et là, j'ai d'autres extraits. Je pense que c'est un endroit où se noue évidemment un défi pour la sociologie technique. Les techniques peuvent incarner du social, mais n'ont-elles pas un pouvoir performatif spécifique? J'ai d'autres extraits, mais je pense que le temps est à peu près... Oui, est écoulé. Alors, ben voilà. Durkheim continue. Durkheim nous propose donc une position qui est assez radicalement différente des positions qui sont habituellement celles des sociologues des techniques et notamment des historiens des techniques. Nathan Changler, dans le texte que j'ai évoqué de 2012, écrit que les positions de Durkheim sur les techniques sont assez peu connues. J'espère avoir modestement contribué à les éclairer un peu. Je vous remercie.